Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. On a envie de l'appeler Super Mario, comme le font les anglo-saxons. Mario Draghi a sorti la grosse artillerie. La Banque centrale européenne va acheter de la dette et l'opération est illimitée, mais accompagnée bien sûr de conditions. Les pays concernés doivent mettre en place des réformes structurelles et demander un plan au Fonds européen de stabilité financière. La Banque centrale devient-elle une super banque? Mario Draghi est-il le vrai patron de l'Europe? L'euro sera-t-il sauvé? Pour en parler, Laurence Boone, chef économiste Europe de Merrill Lynch, est mon invitée. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, c'est vrai que les marchés ont salué cette annonce de Mario Draghi, alors que finalement, il a juste fait une annonce, il n'a pas encore dégainé l'instrument. Est-ce que ça crée de la dissuasion? Est-ce que vous pensez, Laurence Boone, que ça va fonctionner non seulement pour apaiser les marchés, mais pour sauver l'euro? Je pense que vous avez une très bonne expression qui est la dissuasion. Potentiellement, ce que peut faire Mario Draghi, c'est effectivement de racheter la dette. Alors, il a posé quelques limites quand même dans ses achats, même s'il dit que c'était limité, il n'achète que Mais certaines le fait de dire que parties de la c'est dette. illimité, c'est un peu ça la révolution aujourd'hui à la Banque centrale européenne. Le fait d'intervenir, déjà, c'est une révolution. De façon massive, c'en est une aussi. Et illimité, c'est un langage que les marchés vont comprendre, puisque c'est ce qu'a fait la Banque centrale américaine et c'est ce qu'a fait la Banque d'Angleterre. Maintenant, comme vous le disiez, il a mis des conditions très, très fortes. Donc, la question est de savoir si ces conditions représentent un coût politique tel que les pays ont du mal à postuler pour, ou bien si finalement on peut trouver un accord, puisqu'après tout, personne ne sait ce que sont ces conditions exactement, pour faire que ce soit plutôt incitatif pour le pays à demander de l'aide. Parce qu'il a été assez clair sur les conditions, tout de même, il faut que les pays demandent de l'aide au Fonds européen de stabilité financière. Donc là, effectivement, c'est un acte politique. Quelque part, il faut un peu mettre en veilleuse sa souveraineté pour accepter de demander de l'aide. Est-ce que ce serait ça la difficulté? Et je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, demander de l'aide, on va prendre le cas de l'Espagne, tout simplement. L'Espagne a déjà demandé de l'aide pour ses banques. 2 mois plus tard, devrait demander de l'aide pour que la Banque centrale européenne achète sa dette, alors qu'elle va avoir des élections régionales. Il est clair que quand un parti doit aller devant ses électeurs et expliquer qu'il a conduit une telle politique économique en 2 fois, il a dû demander de l'aide en 2 mois, c'est effectivement difficile. Donc, il peut souhaiter vouloir attendre après les élections. Après, il y a aussi des moyens pour la Banque centrale d'inciter le pays à demander de l'aide, de faire que ces conditions ne soient pas si coûteuses que ça. Et on peut en voir deux. La première, c'est tout ce qui est accès à la liquidité pour les banques. Et quand on est une banque dans un pays qui a des difficultés comme l'Espagne, la liquidité, c'est cher. Donc, si la Banque centrale la rend plus accessible, c'est vraiment très incitatif. Et puis, on peut aussi faire que l'ensemble de conditions économiques ne soient pas, comme ce qu'on a vu pour la Grèce, en fait, une surenchère de politiques d'austérité et de réformes à mener. Pourtant, on a l'impression que ça fait partie des conditions, les réformes structurelles et donc politique d'austérité. Or, c'est vrai que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, puisqu'on voit aujourd'hui que ces politiques n'entraînent pas vraiment une réduction des déficits publics. Est-ce que finalement, il pourrait y avoir intervention de la Banque centrale européenne et puis elle pourrait rétropédaler et revenir sur sa mesure parce que, par exemple, les objectifs de déficit public ne seraient pas remplis? Alors, je pense qu'il y a deux choses. L'austérité, ça va effectivement être sur les finances publiques. Et là, l'Espagne en fait beaucoup. Donc, à moins qu'il y ait des mauvaises surprises dans les comptes des régions, ce qui est possible, puisqu'on entend beaucoup de bruit là-dessus, il n'y a pas de raison de demander à l'Espagne d'en faire encore plus. Donc, on évite cet écueil qui existait pour la Grèce. Avec l'Espagne, en tout cas. Oui. Pour les réformes structurelles, effectivement, ça demande beaucoup d'efforts sur le marché du travail, etc. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. À l'inverse, une fois que la Banque centrale européenne aura commencé à acheter, on voit mal comment elle pourrait s'arrêter, même si le pays ne remplit pas les conditions. Vous imaginez que si un jour, votre émission titre « La Banque centrale cesse de soutenir l'Espagne », à ce moment-là, l'Espagne est au bord de la faillite et effectivement, on a une catastrophe. On n'imagine pas la BCE qui a tout fait pour sauver l'euro, le pousser comme ça au bord du précipice. Donc elle pourrait finalement ne pas activer le bâton si le pays qu'elle a choisi d'aider, finalement, ne remplit pas ses objectifs. Quelque part, est-ce que ce n'est pas un pouce au crime? C'est finalement ce que disent les Allemands aujourd'hui. Je pense que c'est plus... En fait, dans sa totalité, quand on regarde les conditions et qu'on regarde en même temps ce fait qu'effectivement, une fois que c'est dedans, c'est parti, ça ressemble plus à une arme de dissuasion nucléaire. Donc, vous mettez les conditions très, très fortes pour que ce soit dissuasif et pour que le pays soit incité à faire tout seul ses réformes et à garder l'accès au marché sans le soutien de la BCE. Et vous priez pour que jamais le pays ne demande ce soutien que vous avez mis en place et que vous utiliserez, mais qui, effectivement, serait ouvrir les vannes de la liquidité.
et créerait vraisemblablement des dissensions très importantes avec les Allemands. Vous priez, vous dites. Donc il y a quand même une part d'aléa dans ce système. Les Allemands, en l'occurrence le président de la Bundesbank, y est très opposé. Et la presse allemande a été très dure ce vendredi, donc au lendemain de l'annonce de Mario Draghi. Est-ce qu'ils ont raison tout de même lorsqu'ils disent redouter soit un impact inflationniste, soit un petit peu ce que vous dites, qui fait partie de ce qu'on pourrait appeler l'aléa moral? Je pense qu'ils ont effectivement raison d'avoir peur qu'une fois que le processus soit lancé, il ne soit plus possible de l'arrêter. L'impact inflationniste, on ne va pas le voir tout de suite. Tous ces pays sont en récession, donc personne ne demande de hausse de salaire ou de prix. Ça, je pense, c'est négligeable. En revanche, le moyen de forcer le pays à faire des réformes une fois que vous avez commencé à acheter, et c'est vrai que c'est très difficile de voir comment est-ce qu'on peut arriver là. D'où cette espèce de situation où on essaye de mettre la barre très très haut pour faire que le pays n'ait pas envie de demander le soutien de la BCE. On place la barre très haut, mais vous pensez que l'Espagne, a priori, remplit les conditions, l'Italie peut-être aussi? Écoutez, au taux auquel la BCE, juste en parlant, a amené l'Espagne et l'Italie aujourd'hui, de toute façon, ni l'Espagne ni l'Italie n'ont intérêt à demander le soutien de la BCE. Donc, s'ils mettent en place les réformes attendues, s'il n'y a pas de mauvaise surprise sur les données et s'il n'y a pas de mauvaise surprise sur les finances publiques espagnoles, a priori, ils peuvent s'en sortir comme ça. Sans aide de la BCE. Donc mais c'est un pari énorme. En revanche, une fois qu'ils auront demandé de l'aide, je pense qu'il sera quasiment impossible pour la BCE de faire un pas en arrière et de dire un jour, ils ne font pas ce qu'il faut, on ne les soutient plus. Alors, est-ce que Mario Draghi, finalement, est devenu aujourd'hui l'homme le plus puissant d'Europe? Mario Draghi est le président de l'institution qui a un véritable pouvoir d'action et qui n'a pas à demander, l'accord express et officiel de 16 autres personnes pour pouvoir faire quelque chose. Mario Draghi a la chance de diriger une institution qui est européenne, qui n'est pas une institution nationale et dans laquelle on a un board qui est quand même emmené beaucoup par son leadership et les gens qui l'entourent. Donc, il a une seule voix contre, c'était l'allemande, sur les 16. Oui, mais sur 23 en fait. Sur 23. Sur 23. Parce que vous avez les 17 membres de la BCE, plus le comité exécutif. Donc effectivement, il peut prendre des décisions que les 17 chefs d'État réunis en Conseil ont beaucoup plus de mal à prendre. Et ce qu'on a vu dans la plupart de ses discours, c'est qu'il essaye non seulement d'inciter les pays à faire des réformes nationales, comme avec l'Espagne, mais aussi de pousser les gouvernements à consolider la construction de la monnaie unique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la Banque centrale européenne est aussi puissante que la Réserve fédérale américaine ? Elle est différemment puissante, elle est plus indépendante que la Réserve fédérale américaine, ce qui lui permet de faire ce genre d'action. En revanche, elle n'a pas le soutien inconditionnel d'un seul trésor, comme la Banque centrale américaine, mais elle a 17 États derrière qui ne sont pas toujours d'accord sur la politique à suivre. Est-ce que c'est véritablement une rupture, ce qui s'est passé ce jeudi par rapport à la politique précédente, par rapport à la politique de Jean-Claude Trichet, qui avait déjà activé des mécanismes pour racheter des dettes il y a un an, mais un peu différent, puisqu'il ne s'agissait pas justement d'intervention illimitée. Mais est-ce qu'on est dans une rupture ? Je pense qu'on est dans une rupture sur le stress financier qui pouvait être généré par la zone euro et sur les doutes que le reste du monde pouvait avoir sur la solidité de la construction. On n'est pas forcément dans une rupture pour la croissance. On est passé à une étape. Mario Draghi, en faisant ce qu'il a fait hier, a dit au reste du monde, je suis là et j'achèterai s'il le faut. Et ce qui était ce que le reste du monde attendait depuis très longtemps. Ça, c'est une véritable rupture. Donc ça fait que le stress devrait disparaître, pourvu que la mise en œuvre de ce qu'il a annoncé ne se fasse pas aussi difficilement que ce qu'on vient de dire. En revanche, est-ce que ça change beaucoup de choses à la croissance européenne ? Non, parce qu'il faut toujours faire des réformes derrière. Il faut toujours essayer de passer d'un état qui est celui d'une récession aujourd'hui à de la croissance positive pour faire baisser le chômage. Voilà, ça ne va pas faire diminuer le chômage en France, par exemple, pour être concret. Non, absolument pas. Absolument pas. Pas d'impact sur l'économie réelle. L'euro sera-t-il sauvé, à votre avis, l'euro Boone, maintenant ? Je n'avais pas trop de doutes avant sur le fait que l'euro continuerait d'exister. L'euro va probablement continuer d'exister. Et il rend le coût d'une déconstruction de l'euro beaucoup plus importante. Donc, de cette façon, il l'a consolidé. Après, il y a la géographie de l'euro peut évoluer, mais le fait est qu'il a consolidé un pan fort des marchés financiers de la zone euro. D'où la prime de risque, justement, qui fait que les taux sur le marché obligataire soient si élevés et qui est lié justement à cette incertitude
autour de l'euro. Est-ce que vous pensez justement qu'elle va diminuer à terme? Parce que là, on va avoir plus d'espoir, enfin en tout cas les investisseurs vont avoir plus d'espoir à l'égard d'un euro qui resterait uni. Mais elle a d'abord cette prime, hein, elle est très faible en France et en Allemagne. Elle était effectivement très élevée en Espagne et en Italie, et elle a baissé depuis hier après-midi de façon assez massive, hein. Tant qu'il n'y a pas de doute sur le fait que Draghi peut effectivement exercer l'option qu'il a annoncée, les taux ne devraient pas s'élever. Si jamais on avait un doute, hein, sur l'Espagne ou sur l'Italie ou sur la mise en œuvre de ce que Draghi a annoncé, on reverrait les taux repartir et à ce moment-là, il serait obligé de passer à l'action et donc d'acheter les dettes pour prouver au marché qu'il est différent des programmes précédents. Vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste sur l'avenir de la monnaie unique? Je trouve qu'il a donné des raisons d'être optimiste, hein. Et après, c'est un peu comme au rugby, il a marqué un essai, maintenant il faut le transformer et voir dans la durée, hein, et si c'est possible, hein. Et là, ce sont les politiques qui doivent prendre le relais? Oui, principalement, puisqu'il y a à deux niveaux. D'abord, aux Espagnols, aux Italiens de prendre leurs responsabilités et d'assurer soit qu'ils n'auront pas besoin de cette aide, hein, soit que s'ils l'utilisent, hein, ils vont effectivement mettre en œuvre les conditions qui seront énoncées. Et puis ensuite, on reste toujours dans une union monétaire où on a un problème budgétaire de dette trop élevée de façon globale, où on a un problème d'endettement des banques de façon globale, où on a un problème de croissance de façon globale. Donc là, il y a encore plein de choses à faire. Tout n'est pas réglé en tout cas. Merci Laurence Boone d'avoir été notre invitée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouvel invité de l'Écho. Restez avec nous.